20h sur la télévision Futur Média. Ravi de vous retrouver à la présentation de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Les titres, c'est tout de suite. Des milliers de foyers privés d'électricité à cause de l'incendie d'un poste de haute tension à Thiès, la gueule tapée à l'instar de nombreux quartiers de Dakar. Les habitants n'ont pas fermé l'œil de la nuit. La Sénélec présente ses excuses et lance une campagne de prévention pour réduire ces accidents liés à l'électricité. Fin de cavale pour un réseau de faussaires. Les malfaiteurs ont été pris la main dans le sac par la gendarmerie de Dakar. Nature du butin, 115 talons de permis de conduire et 41 autres de cartes grises. Un homme et une femme ont été arrêtés. Les Pandores sont désormais à la recherche de leurs complices. Gestion des ressources naturelles, la polémique enfle. Hélène Tine dénonce l'opacité autour des contrats de pétrole et de gaz signés par l'État du Sénégal. La députée souhaite l'ouverture d'une enquête parlementaire pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Pèlerinage au lieu saint de la chrétienté, 341 pèlerins dénombrés pour l'édition 2016. Le départ est prévu ce mercredi à minuit. Ce lundi, rencontre au collège Sacré-Cœur pour procéder au dernier réglage. L'implantation tous azimuts de panneaux publicitaires, un danger pour la sécurité routière. Malgré la sortie d'un arrêté préfectoral l'interdisant, le phénomène persiste. Dans ce journal, l'avis des usagers et de l'association des régies publicitaires. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous et à toutes. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec ce drame survenu à Mbao. Un corps sans vie a échoué ce matin sur la plage de Mbatal, la Petite Mbao. La victime, un enfant de 6 ans, s'est noyé hier dimanche, donc selon ses proches. Et puis accident sur la route nationale 1 à hauteur du rond-point Tcharoy sur l'axe Rufisque-Dakar. Accident entre un camion et un car Ndiagandiaï. Bilan de nombreux blessés, ce qui a d'ailleurs occasionné un embouteillage monstre pendant au moins 1 heure. Et puis, vous êtes certainement nombreux à n'avoir pas fermé l'œil de la nuit en cause des coupures d'électricité. À la gueule tapée, les habitants racontent leur nuit blanche et craignent le retour des délestages en pleine période de canicule. Maïmouna Ndiaye les a rencontrés, reportage. Des heures de délestage, appareils électriques aux arrêts, manque d'aération. La famille Diaw n'oubliera pas de sitôt la nuit du 21 au 22 août 2016. Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit. Nous ne sommes même pas allés à la mosquée ce matin, faute d'électricité. L'éclairage public était endommagé. Il régnait une insécurité totale. Madame Diaw n'est pas la seule à déplorer ce dysfonctionnement. La forte chaleur m'a empêché de dormir cette nuit. Tous mes matériels se sont gâtés. Regardez mon réfrigérateur, ma télé et j'en passe. Le plus souvent, on nous dit qu'il s'agit d'un court-circuit. C'est très difficile. Toute la nuit, je me suis servi d'un petit éventail pour avoir un peu de fraîcheur. En plus de cela, il y a eu plein de moustiques. Entre la chaleur et les coupures, le cocktail était insupportable. Des coupures d'électricité avec un lot de désagréments. Vous voyez, nous n'avons pas trouvé de pain à la boulangerie. Nous étions obligés d'acheter du pain au lait, des frais supplémentaires. L'électricité est revenue vers 7 heures pour repartir après quelques minutes. Le malheur est que cela peut endommager nos matériels électroménagers. Ces populations sont unanimes à interpeller la Sénélec. Elles souhaitent une meilleure distribution de l'électricité. Alors, des délestages qui seraient liés à un incendie qui s'est déclaré au niveau d'un poste de haute tension à l'entrée de Thiès. Déclaration du directeur général de la Sénélec, Mohamedou Makhtar Cissé, que nous écoutons au micro de Maïmouna Ndiaye. C'est un message d'excuse effectivement pour les populations dakaroises, sénégalaises, dans leur ensemble, pour tous ceux qui ont été impactés par cette longue coupure de plus de 3 heures. Il y a eu un incendie au niveau du poste haute tension de Tchona qui se trouve à Thiès, à l'entrée de Thiès. Si vous regardez un peu sur votre droite, après la gare routière, le poste se trouve là-bas. Il y a eu un incendie qui a entraîné une série de dysfonctionnements, qui a fait tomber l'ensemble du réseau interconnecté entre le Sénégal, le Mali
et la Mauritanie. Mais j'avais souligné que nos réseaux de transport et surtout de distribution restent encore fragiles. C'est des réseaux souvent qui datent de très longtemps, qu'il faut renouveler. La Sénélec qui présente donc ses excuses et qui, dorénavant, pour éviter ces accidents d'origine électrique, lance une campagne de prévention. Objectif, réduire sensiblement la durée et la fréquence des coupures, mais aussi et surtout amoindrir les risques liés à l'ignorance. Nous écoutons toujours le directeur général au micro de Maïmouna Ndiaye. Nous notons une recrudescence des accidents. Des accidents qui sont pour l'essentiel dus à une méconnaissance du fonctionnement du système électrique. Donc à travers les différentes présentations que nous avons vues tout à l'heure et qui vont continuer et les différents échanges que nous aurons avec l'ensemble des acteurs, notamment les associations de consommateurs, mais également les autorités municipales et administratives, le problème fondamental qui se pose, c'est un problème d'organisation de notre espace de vie, que je ne peux pas qualifier, mais il y a un certain désordre qui ne s'accommode pas avec l'exploitation optimale du système électrique. Tous les risques ont été répertoriés, passés en revue à partir de l'historique de Sénélec et des accidents qu'il y a eu. Nous faisons nous-mêmes des efforts en interne pour la formation de nos agents, pour leur équipement. Et le reste, c'est un travail de communication, de formation et d'éducation en direction des usagers. Je vous l'annoncer en titre, belle prise de la gendarmerie de Dakar. Elle vient de démanteler un réseau de faussaires qui avait pignon sur rue au quartier des Parcelles Assainies. Parmi les malfaiteurs, un homme et une femme qui ont été arrêtés avec 115 talons de permis de conduire et 41 talons de carte grise. Les Pandores sont désormais à la recherche de leurs complices, Pape Faragni. Des faux permis de conduire, de carte grise, des tampons du ministère public, 2 faussaires alpagués, une belle moisson pour les Pandores de Dakar. Une bande composée d'une dame et d'un homme aux Parcelles Assainies, unité 17. Suite à la perquisition effectuée à leur domicile, nous avons découvert et saisi 115 talons vierges de permis de conduire, 19 permis de conduire vierges signés, 7 permis déjà établis, 40 talons vierges de carte grise, 46 talons de carte grise signés et cachetés, 12 cachets, 11 dateurs, 27 déclarations de mise en circulation, 12 autorisations de transport public et de marchandises, 13 licences de taxi. Et nous avons procédé à l'occasion à la saisie des cachets du ministère des infrastructures et des transports terrestres, des cachets nominaux des différents directeurs des transports terrestres. Après avoir mis hors d'état de nuire cette bande, les gendarmes comptent poursuivre leurs investigations pour interpeller les complices. La compagnie de Dakar, par le biais de la brigade de Dakarville, a poursuivi les investigations afin de mettre hors état de nuire les éventuels complices de ce réseau apparemment bien organisé. Après avoir mis hors d'état de nuire cette bande, les gendarmes comptent poursuivre leurs investigations pour interpeller les complices. À la une de l'actualité politique, ces déclarations du président de l'acte sur les contrats de pétrole et de gaz signés par l'État du Sénégal, des révélations qui nous valent, vous l'avez sans doute remarqué ces derniers jours, un véritable jeu de ping-pong entre l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye et le régime en place. Aujourd'hui, c'est la députée Hélène Tine qui s'est prononcée sur cette affaire. Elle dénonce l'opacité autour de la gestion de nos ressources naturelles et appelle ses collègues à ouvrir une enquête parlementaire pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. Oumar Bassoumba et Diafaraba. Hélène Tine, membre du réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance minérale, est montée au créneau. Elle dénonce un jeu de ping-pong entre l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye et son successeur Mohamed Boun Abdallah Dionne sur l'affaire des contrats pétroliers et gaziers. Il s'agit de mettre fin à l'opacité qui règne dans le secteur des industries extractives à travers la signature de concessions de 25 ans qui sont garanties, dont la confidentialité est garantie par le code minier
de 2003. Hélène Tine prône l'ouverture d'une enquête parlementaire pour faire la lumière sur ces contrats signés par le régime en place. J'interpelle le président de la commission développement, j'interpelle le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, dont je suis membre jusqu'à présent, pour que nous puissions faire cette commission d'enquête avec le réseau des parlementaires pour la bonne gouvernance minérale et qu'on sache exactement ce qui se passe, sinon on parle de malédiction du pétrole ou du gaz. En attendant, la députée membre du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar demande au président Macky Sall d'édifier le peuple sénégalais. L'entourage proche du président de la République a été indexé. Je pense qu'aujourd'hui, nous interpellons le président, le Premier ministre, pour que ces contrats arrivent à l'Assemblée, ces contrats soient à l'ITIE et qu'il y ait une traçabilité dans le budget du Sénégal. Comme ça, il n'y aura plus de polémique dans ce sens. J'interpelle aussi l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Il était là quand ce contrat avec Petrotim a été signé au début de cette seconde alternance. S'il sait des choses, il doit le dire. Selon Hélène Tine, le chef de l'État a une bonne occasion pour se conformer à la gouvernance sobre et vertueuse sur laquelle il dit fonder le socle de son action. Au Conseil des collectivités territoriales, la Ligue démocratique appelle à voter la liste Benno Bokk Yakaar. Moussa Sarr a porté la parole du parti, une incitation qui survient au moment où de nombreux militants de l'ALD se sentent frustrés que leur parti ait tout simplement été zappé des listes d'investiture, mais une situation qui n'inquiète pas pour autant Moussa Sarr. Ce dernier se dit confiant quant à l'octroi de postes de titulaire à sa formation politique. Al-Hassan Ba. Poste de titulaire dans la liste Benno Bokk Yakaar, la Ligue démocratique zappée par le chef de l'État, président de l'Alliance pour la République, Macky Sall. Selon le porte-parole de la LD, son parti prend acte. Nous aurions souhaité que la Ligue démocratique, comme les autres partis, ait des titulaires. Ça, nous l'aurions souhaité. Mais je rappelle que nous ne sommes pas dans la mouvance présidentielle pour nécessairement avoir des postes. Nous sommes dans Benno Bokk Yakaar, nous accompagnons le président de la République et nous pensons que le président a les informations nécessaires pour évidemment mettre chacun à sa place. Nous avons des suppléants, nous n'avons pas de titulaires. Nous prenons acte, mais nous aurions, je le répète, souhaité que la Ligue démocratique, comme les autres alliés, ait des titulaires. Mais nous avons respecté la clé de répartition qui avait été retenue au cours de cette réunion de Benno Bokk Yakaar. Une liste non consensuelle. Je dois rappeler que la Ligue démocratique avait déjà envoyé une lettre circulaire à ses responsables à la base pour demander à ses responsables d'initier des concertations avec les militants de l'APR et de Benno Bokk Yakaar pour trouver un consensus. Par la suite également, le président de la République a envoyé une circulaire dans ce sens. Donc nous tous, nous avions demandé des concertations qui doivent aboutir à un consensus. Malheureusement, dans 3 ou 4 collectivités locales, il n'y a pas eu de consensus. Nous le déplorons et c'est ça qui a amené certains responsables de la Ligue démocratique à Bambey, à Malem Hodar, à déposer des listes parce qu'il n'y a pas eu de consensus. Alors, qui est à l'origine de cette absence de consensus? Je ne peux pas le dire, mais nous avons constaté que, sauf 3 ou 4 collectivités locales, où il n'y a pas eu de consensus, partout dans le pays, le consensus a prévalu. Le porte-parole appelle les militants de Benno Bokk Yakaar à voter cette liste. Pour le secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail, Samba Sy, l'essentiel est de choisir des hommes de qualité qui sauront relever le défi. En prélude au Conseil de discipline qui va être décisif pour son avenir au sein de la fonction publique, les souteneurs d'Ousmane Sonko ont décidé de manifester pacifiquement le jour J, mais une manifestation que le préfet de Dakar vient tout simplement d'interdire, une mesure toutefois qui ne semble pas avoir émoussé l'ardeur des souteneurs d'Ousmane Sonko. Ces derniers comptent explorer d'autres voies et moyens. Ils l'ont fait savoir en conférence de presse. Mambiram Diouf pour le compte-rendu. Ils se mobilisent pour manifester leur solidarité à Ousmane Sonko qui n'a violé, selon ses leaders de partis politiques et d'organisations de la société civile, aucun principe de la déontologie professionnelle. Le rassemblement pacifique qui était prévu mercredi prochain devant la direction de la fonction publique au point E, interdit, il dénonce. Et ce qui est d'extraordinaire, c'est que pendant que le commissaire de police était en train de discuter avec le représentant qui a été envoyé dans le cadre de l'enquête, un document, une lettre, une note, une décision lui a été remise et qui disait que la manifestation est interdite, avant même que l'enquête ne soit menée, ne soit achevée.
c'est le préfet, semble-t-il. Ça confirme toutes nos craintes, toutes nos appréhensions. Ces dérives antidémocratiques, liberticides qu'il y a lieu en ce moment. Le principal concerné dans cette affaire, Ousmane Sonko, qui s'est à nouveau défendu, a appelé à la création d'un observatoire pour dire non, selon lui, aux dérives du régime en place. Une idée saluée par ses souteneurs qui ne comptent pas passer outre l'arrêté préfectoral. Ce serait un prétexte pour eux de dire « nous avons interdit », mais malgré cela, ils ont tenu à le faire, donc ils sont contre la loi. Mais nous sommes en train de voir une forme pour venir en tout cas apporter notre soutien à Ousmane Sonko dans cette affaire-là. Ousmane Sonko devant le Conseil de discipline de la fonction publique le 24 août, le comité qui porte sa défense n'a pas encore dit son dernier mot. Ce 24 août, donc, jour de vérité pour Ousmane Sonko, l'inspecteur principal des impôts qui a osé vilipender l'Assemblée nationale sera traduit en conseil de discipline, une situation qu'il a lui-même engendrée, selon le responsable politique de l'APR, à Orefondé, qui pense qu'il aurait pu s'éviter tout cet embarras en respectant tout simplement son devoir de réserve. Je propose d'écouter GBC. Il s'exprimait en marge d'une rentrée politique de soutien à Farbangom et ses propos sont recueillis par Mamberam Diouf. Franchement, Ousmane Sonko, c'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de moments, franchement. Compétent. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, l'obligation de réserve, elle est là. Moi, à sa place, je n'aurais jamais peut-être divulgué certaines informations que j'obtiens à partir de ma position. Donc voilà, le conseil de discipline doit se réunir. Je pense qu'ils vont peut-être prendre les décisions qui s'imposent par rapport à la situation. Je pense qu'un fonctionnaire d'abord, c'est un citoyen. Je pense qu'au même titre qu'un citoyen ordinaire, c'est quelqu'un qui jouit quand même des droits et des devoirs. Je pense quand même qu'on ne peut pas interdire à un fonctionnaire de faire de la politique. Seulement, le fonctionnaire, il est régi par le statut général de la fonction publique. Ça aussi, il ne faut pas perdre de vue cette dimension. Un fonctionnaire qui décide de faire de la politique, il est astreint à un certain nombre d'obligations. Ça, c'est clair. Donc, dont, effectivement, la plus importante qui est l'obligation de réserve. Affaire Agir Imo, à présent, le collectif des plaignants gagne son combat. Abdoulaye Youssou Diagne, a condamné à 3 ans de prison ferme, va devoir payer 3 milliards d'amende aux plaignants. Les concernés sont satisfaits du verdict, mais toutefois, ils réclament plutôt qu'un terrain leur soit octroyé dans le cadre du plan Sénégal émergent. Nous écoutons le porte-parole du collectif des plaignants. Il se nomme Abdoulaye Ndour et il est au micro d'Aïssatou Paye. Ce que nous réclamons à l'État, c'est juste, n'est-ce pas, de nous octroyer quand même des terrains, puisqu'il y a des programmes dans le cadre du PSE. Donc le président devrait pouvoir faire bénéficier à ses pères et mères de famille, n'est-ce pas, floués, n'est-ce pas, ces programmes-là. On ne peut pas dire que l'État est responsable, mais l'État a laissé faire également. Puisqu'on ne peut pas comprendre qu'un promoteur puisse, n'est-ce pas, je ne sais pas, prendre 2,5 milliards dans les citoyens qui ne voulaient qu'un terrain, n'est-ce pas, qui ne voulaient qu'un toit pour leur famille, n'est-ce pas, et les a floués avec la complicité quand même, n'est-ce pas, de certaines autorités, ça il faut le dire. Le tribunal vraiment a dit le droit, néanmoins, donc Abdoulaye Youssou Diagne nous doit 3 milliards, donc il doit nous rembourser, n'est-ce pas, notre argent. Il revient à nos avocats quand même de faire les procédures nécessaires auprès du tribunal pour que les biens du sieur Diagne soient saisis, n'est-ce pas, et versés, n'est-ce pas, à ses victimes. Ambao, difficile de contenir la colère des populations et pour cause, le remblaiement du marigot qu'elles ont tant contesté se poursuit. En assemblée générale ce dimanche, ces populations ont décidé de régler le problème à leur manière. Nous les écoutons au micro de Salif Sow. La mairie envisage de peut-être porter plainte, mais ça c'est d'autres étapes de la bataille. Mais cette bataille-là, c'est une bataille des populations. Et nous sommes prêts peut-être à mener cette bataille, quelle que soit l'issue du combat. Ce qui est inadmissible, c'est que vraiment la société, la SICAP puisse continuer. C'est-à-dire en certains mois, quand même, il faut s'arrêter et discuter, trouver des solutions. Mais nonobstant les mécontentements, nonobstant peut-être tout ça, ça veut dire que la SICAP n'en a rien à cirer. Son problème, c'est de remblayer, son problème, c'est de submerger le village, Abgor, les alentours, Cité d'Abar. Ce n'est même pas son problème. Son problème, c'est d'installer de nouvelles habitations qui seront peut-être protégées, mais au détriment de toutes ces populations. Le combat, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes peut-être dans ce combat. Aujourd'hui, nous allons peut-être poser le premier jalon. Mais désormais, nous n'allons permettre à aucun camion de rentrer dans cette zone-là pour faire un quelconque remblai. Et par la suite, nous allons vraiment nous concerter, mettre sur place une association pour la défense du marigot,
avec les riverains, nous allons nous organiser et organiser peut-être les prochaines étapes pour cette bataille en collaboration avec la mairie. Et nous restons dans la banlieue. Les conséquences des inondations commencent à se faire ressentir à Guinaora et par exemple l'insalubrité qui règne en maître dans les zones submergées par les eaux de pluie crée des infections chez les enfants selon le chef de poste de la localité. Des cas de diarrhée mais aussi d'infections cutanées leur ont été signalés. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de nos correspondants dans la banlieue, Salif Sow et Asmalik Diop. En première pathologie, on a les dermatoses, on a les parasitoses et la diarrhée. Ensuite, s'en vient l'anémie. C'est les 4 pathologies qu'on a remarquées avec dans les 106 talibés qu'on a eu à consulter. C'est les conditions de vie, en grosso modo, les conditions de vie, la nutrition, la bonne hygiène alimentaire, parce qu'on ne peut pas manger en quantité, et on doit manger en qualité. Voilà, en général, c'est les conditions de vie, la nutrition, l'alimentation qui font défaut. L'État a déjà entrepris quelque chose de très intéressant, c'est d'appuyer déjà les DARA et ensuite sensibiliser, surtout. Parlons à présent de sécurité routière avec un phénomène en voie d'être banalisé dans notre capitale, l'implantation des panneaux publicitaires au niveau des ronds-points, un droit plutôt que s'arroge de nombreux promoteurs alors qu'un arrêté préfectoral l'interdit pour des raisons de sécurité. Les Sénégalais se prononcent dans ce reportage, l'association des régies publicitaires aussi, Fatki Nedem. Voici le nouveau décor de certains ronds-points de la capitale Dakar. Ces panneaux publicitaires démesurés pourraient bien distraire ou même gêner selon certains. Conséquence, un danger pour la sécurité routière. C'est vraiment visible. Cela attire beaucoup l'attention des chauffeurs. Attirer sa attention, quoi. Faire des emplacements publicitaires au niveau des ronds-points. C'est comme les vendeurs de véhicules qui se mettent au niveau des ronds-points. Ça, vraiment, c'est dangereux et ça va à l'encontre vraiment du transport en gros. Les avis sont partagés. Je ne crois pas que ces panneaux publicitaires soient dangereux. À mon avis, un chauffeur doit être concentré sur son volant et ne pas se laisser distraire. L'arrêté préfectoral interdisant l'implantation de ces panneaux à l'intérieur des ronds-points, l'association des régies publicitaires du Sénégal approuve. Le rond-point, c'est un sens giratoire, il doit avoir quand même la vue sur 360 degrés. Et les panneaux qui sont installés, qui sont à l'origine de ces problèmes, c'est des panneaux qui sont démesurés, qui ne collent pas avec l'espace urbain. C'est des panneaux qu'on doit poser sur des espaces dégagés. Les acteurs du secteur veulent une réglementation de leur métier. Il y a les lois qui sont là, il y a les décrets, il y a tout, mais il faut qu'il y ait une instance centrale qui vienne pour prendre en compte tout ça, parce qu'il y a un problème au niveau de la publicité. Ce n'est pas parce qu'on a besoin d'argent qu'on laisse les gens mettre les panneaux n'importe comment, n'importe où. Non, il faut réglementer. Les propriétaires de ces panneaux seraient des étrangers. Par ailleurs, des pétitions sont lancées contre ces panneaux publicitaires. Fatki Nedem, merci. Coup de projecteur à présent sur la vente de fleurs, une activité de plus en plus pratiquée par les Sénégalais. Au quartier des Mamelles, les vendeurs de fleurs ont accepté de nous raconter leur quotidien et comme dans tous les secteurs, eh bien, certains parviennent toujours à s'en sortir et d'autres tirent un peu le diable par la queue. Biramature nous en dit plus dans ce reportage. Épines de crise, palmiers, lauriers, proton, baobab, toute une panoplie de plantes. Au Mamelles, la vente de fleurs, un véritable gagne-pain. La vente des fleurs, ça rapporte gros, n'est-ce pas? Mais seulement si, il faudrait aimer d'abord le métier. Il faut savoir comment il faudrait faire pour pouvoir entretenir les fleurs. Parce que après avoir planté les fleurs, il nous faut mettre du fumier. Mais ici, ce fumier-là, on appelle ça du terreau. La plante la plus chère, nous avons des palmiers qui coûtent à peu près 210 000, voire 180 000, 150 000 francs. Ça marche, mais il faudrait qu'on puisse continuer le travail. Pourquoi? Parce qu'après avoir planté les fleurs, il faudrait qu'il y ait l'entretien. Pourtant, tout n'est pas rose si l'on en croit à ce fleuriste. Ça ne marche pas la vente des fleurs.
On se débrouille. Il faut dire que nous dépensons beaucoup pour entretenir nos plantes. Ce qui fait que la journée, on gagne à peu près 5 000 francs, 10 000 francs, jusqu'à 15 000 francs CFA. Ça dépend. Ça, 5 000, 10 000, 15 000, ça dépend. Les clients, nombreux ou pas, nos interlocuteurs s'expliquent. On a beaucoup de clientèle qui viennent ici. C'est des clients qui viennent nous acheter des fleurs chaque jour. Mais au moment où ils viennent, on fait un petit bilan. On dépense beaucoup et on n'a pas assez de clients. Les déguerpissements fréquents à l'heure actuelle, ces fleuristes des Mamelles affirment avoir payé leurs taxes, seule solution pour y rester. Commercialisation du riz local. Le défi en passe d'être relevé. 3 banques de la place viennent en effet de mettre la main à la poche pour accompagner le gouvernement dans sa volonté de promouvoir le riz local. Le partenariat a été scellé ce lundi et lors de cette rencontre, les parties prenantes ont informé l'opinion de la hausse constatée sur le prix de la tonne de riz. Il passe de 235 à 240 000 francs CFA. Toutefois, les acteurs qui évolue dans la production assure qu'il n'y aura pas de mévente cette année. Compte rendu signé Aminata Maresso. C'est un accord qui permet à 3 banques de la place de s'impliquer dans la commercialisation du riz local. Cette année, une hausse est notée sur le prix d'achat de la tonne de riz. Les importateurs distributeurs de riz au Sénégal ont accepté cette année d'augmenter le prix d'achat du riz blanc auprès des riziers. De 235 000 francs la tonne, ils sont passés à 240 ou 245 000 francs la tonne cette année. C'est une bonne nouvelle pour nos riziers, puis ça augmente le revenu et ça leur permet également d'investir dans la qualité et dans de nouvelles plateformes de stockage. Déjà, les 1500 tonnes en stock vont être rachetées. Ces mêmes acteurs, importateurs, distributeurs, ont pris l'engagement d'acheter les 1500 tonnes de riz blanc actuellement disponibles au niveau de la vallée et d'anticiper sur les 50 000 tonnes de riz blanc qui seront produits par les riziers dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Les commerçants importateurs membres de l'UNACOIS ont réitéré leur engagement à assurer la commercialisation intégrale de toute la production nationale de riz. Alors, il s'agit de riz blanc, c'est l'accord que nous avons eu avec le gouvernement. À ce jour, il n'y a plus aucune mévente de riz blanc au Sénégal, que ce soit du riz entier ou du riz brisé 100%. À travers ce partenariat, les riziers sont mieux payés pour une production de qualité. Le régime actuel mise sur le riz local pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz, une politique qui nécessite des moyens financiers et logistiques conséquents. Nous pouvons justement avoir dans cette À l'instar du monde musulman, la communauté chrétienne s'apprête à effectuer le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Et pour l'édition 2016, ils sont au total de 341 pèlerins. Ce lundi, ils se sont retrouvés au collège Sacré-Cœur, les futurs pèlerins, pour les derniers réglages. Le départ est prévu ce mercredi à 0h, compte rendu signé Iboukan. Ils sont plus de 300 pèlerins à se retrouver dans cet amphithéâtre du Collège Sacré-Cœur. Une dernière assemblée générale avant d'effectuer le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Cette deuxième rencontre fait suite à une toute première rencontre, assemblée générale, que nous avons eue le 23 juillet 2016. À l'effet donc de donner les consignes propres à la démarche que nous effectuons du 23 août au 12 septembre. Les différents encadrements, que ce soit l'encadrement spirituel, l'encadrement médical, l'encadrement SYMPEC, donnent les recommandations d'usage aux pèlerins et nous nous accordons sur un minimum de choses qui sont comme la charte du pèlerin, pour que quand nous arrivons en Terre Sainte, chacun puisse savoir à quoi s'en tenir et véritablement offrir à l'ensemble des pèlerins un bon pèlerinage 2016. Cette année, la délégation sénégalaise est conduite par Monseigneur Paul Abel Mamba, archevêque de Ziguinchor. Et pour plus d'efficacité dans l'organisation de ce pèlerinage, les pèlerins sont répartis en 7 groupes. Nous avons préféré, pour des raisons d'organisation, nous scinder en 7 groupes, des groupes qui varient de 49 à 50, et ils seront sous la responsabilité d'un chef de groupe qui sera assisté d'un prêtre et d'un médecin ou un infirmier, en tout cas un homme de la santé, qui vont encadrer le groupe.
pour des soucis d'organisation, parce que vous voyez, c'est toute une machine, devoir conduire 350 pèlerins. Si vous ne vous organisez pas en groupe, il va sans dire que ce sera difficile. Dakar, Jérusalem, Nazareth, Rome, Lourdes, Dakar. Voilà l'itinéraire de la délégation sénégalaise pour ce pèlerinage 2016 prévu du 23 août au 12 septembre. Le départ est prévu ce mercredi à 0h. La page des sports que nous ouvrons tout de suite avec du football. Le Sénégal s'illustre de plus en plus chez les petites catégories. Les U20 se sont en effet déjà qualifiés pour la CAN 2017. Les U17 s'en approchent. Yatma Diop, ancien international, salue l'expertise locale pour le journaliste Damba Varor. L'avènement des académies de football y est pour beaucoup. Un reportage signé Pape Faraning. Après une brillante participation du U20 au mondial avec une place de demi-finaliste, récemment, les juniors ont obtenu leur ticket pour la CAN en Zambie. Les cadets sont aussi sur la bonne voie. Tous ces résultats sont le fruit d'un travail d'homme du sérail. Il y a bien quelque chose qui est en train de bouger. Dire que oui, c'est parce que ce sont les anciens footballeurs internationaux qui dirigent les sélections. Mais c'est presque ça. Koto, Alimal, Malik Daf... Aliou Cissé. Si on réussit à se qualifier dans toutes les catégories, c'est ce qui était souhaitable. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Donc il y a eu le centre Toubab Dialaw, il y a eu les regroupements périodiques. Ça fait qu'on a une meilleure préparation que les années précédentes. Certes, les techniciens ont apporté leur expertise, mais l'ossature de ces équipes nationales viennent des centres de formation. Pour moi, on a beaucoup plus... utiliser des raccourcis, veut dire on a utilisé les centres de formation comme Djambar, Génération Foot et Dakar Sacré-Cœur. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs issus d'autres clubs traditionnels, mais la base se situe dans ces clubs dans ces centres de formation-là. Mais pour pérenniser ces résultats, il faut nécessairement un championnat régulier pour les petites catégories. Qui s'entraînent aujourd'hui dans cette petite catégorie? Ce sont pratiquement des garçons qui ne vont plus à l'école. Pas d'aire de jeu, disons, suffisamment mise en place dans les différentes villes. Il faut un championnat espoir parce que nos joueurs n'ont pas assez de compétition. On a vu les précédentes années, on pouvait avoir des joueurs en catégorie senior qui n'avaient jamais joué de matchs internationaux. Depuis quelque temps, le Sénégal commence à titiller les pays maghrébins et se qualifier dans les compétitions majeures. Du coup, nos interlocuteurs sonnent l'alerte pour plus de rigueur sur l'âge des joueurs. Et nous restons avec Pape Faraning pour cette fois-ci parler de la fondation Youssou Ndour qui a adhéré à la requête du club Nyari Tali. Elle vient de lui octroyer une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Les dirigeants du club, entourés de quelques joueurs et supporters, ont présenté leur trophée en Coupe du Sénégal au ministre conseiller Youssou Ndour. Ce dernier, qui s'est dit très honoré, a promis d'aider davantage le club. Reportage. Après leur sacre en Coupe du Sénégal, NGB, avec une forte délégation, a présenté son trophée au ministre conseiller Youssou Ndour. Très honoré de ce geste et de leur performance, le PDG du groupe Futur Média a récompensé ses hôtes. Donc nous avons dégagé un budget de 3 millions. On vous donne tout de suite les 1,5 million pour que vous bégal et tout. Et les 1,5 million autres, nous le prévoyons pour cette année qui va commencer. Le football, ce n'est plus une affaire de 11 contre 11, à une dimension économique, à une dimension sociale, à un rôle dans l'éducation. Au-delà de la récompense, Youssou Ndour a tenu un discours très apprécié par le président de NGB. Djibril Wade pense que c'est une source de motivation. Au-delà même de ce que nous avons reçu, la somme de 3 millions de francs, mais la discussion a été extrêmement riche. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous suivons les conseils du ministre, du lead vocal, du président du groupe de Futur Média, je crois qu'aujourd'hui, NGB ne pourra aller que de l'avant. Une occasion pour relancer la question du terrain d'entraînement dans leur localité. Je pense que le ministre va s'atteler, nous l'avons dit au président de la République, et je crois que ce problème-là sera bientôt un vieux souvenir.
incha allah lépp luñ ci mën rek waslu àq dinañ ko ci def pour que loolu ngeen bëgg mu nekk infrastructure bu leen di permettre yéen ak ñi war a ñëw je pense que loolu lu am solo la. La fondation Youssou Ndour après AS Pikine et Génération Foot vient de recevoir NGB, une manière de booster l'excellence dans les sports en particulier et dans plusieurs domaines au Sénégal. Et félicitations encore à l'équipe de NGB, au club NGB. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur TFM. À demain.